Nous sommes avec Maître Juan Branco, qui est membre du pool des avocats de Ousmane Sonko, le leader de PASTEF. Maître, nous vous remercions de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, on va éplucher les dossiers qui concernent votre client, Ousmane Sonko. Le dossier Adji Sarr. Une décision a été rendue à la grande surprise de l'opinion nationale comme internationale. Au lieu de menaces de mort et de viol, mais votre client a été condamné pour corruption de la jeunesse. Quel est votre commentaire par rapport à cette décision? Tout d'abord, la décision, c'est avant tout l'acquittement de M. Sonko pour les accusations infamantes de viol qu'il avait subies et qui, pendant 2 ans, ont empoisonné son parcours politique et son parti et la défense de ses idées. Ça, c'est très important parce que ça démontre qu'en fait, il y a eu dès le début une construction qui ne tenait pas, ce qui a été reconnu par Sonko, vous le savez, a été jugé par contumace. C'est-à-dire qu'il a été acquitté de ces accusations infamantes sans même avoir eu à se défendre et sans s'être défendu. C'est dire à quel point celle-ci était ridicule et infondée. Ensuite, M. Sonko a été condamné à 2 ans de prison pour un délit pour lequel il n'était pas poursuivi. Corruption de la jeunesse. Corruption de la jeunesse, c'est-à-dire on lui reprochait d'avoir eu des rapports sexuels réitérés avec une femme majeure, mais mineure de 21 ans. Comme vous le savez, il est impossible de condamner une personne pour des faits sur lesquels il ne s'est pas défendu. Donc là, il n'a pas pu se défendre, d'une part parce qu'il était contumace, mais d'autre part parce que dans l'acte d'accusation ne figurait pas ce délit de corruption de la jeunesse. Et ce délit n'a été rajouté que pour éviter l'acquittement complet et le déshonneur que cela aurait produit pour tous ceux qui, pendant des années, ont essayé de le salir et de l'éteindre. Et donc la Cour, probablement pour survivre dans un contexte de pression extraordinaire de la part du gouvernement, a essayé de trouver cet arrangement. Cette condamnation est sans effet sur les droits politiques de M. Sonko, parce que celui-ci a été arrêté fin juillet. D'abord pour une affaire extraordinaire de vol de téléphone portable, qu'ils ont transformé quelques heures plus tard en accusation de terrorisme, complot contre l'État et ainsi de suite. Or, cette arrestation fait tomber la contumace, naturellement. C'est-à-dire que dès le moment que vous avez été jugé in absentia, que vous revenez dans le giron de l'État et entre les mains de l'appareil politique et juridique, eh bien, évidemment, vous devez être jugé à nouveau, cette fois en votre présence, pour pouvoir vous défendre. Donc, la condamnation a été anéantie. Ça, c'est le droit sénégalais. C'est d'ailleurs sur cette base que le tribunal de Ziguinchor a considéré que M. Sonko ne pouvait pas être radié des listes électorales et était bien candidat, s'il le souhaitait, à la candidature pour l'élection de février 2024. Donc on est dans une circonstance où M. Sonko est accusé à tort de quelque chose. Au lieu de reconnaître son innocence et de réparer l'affront extraordinaire qui lui a été fait, à lui et à tous ceux qui se sont engagés à ses côtés, aux millions de Sénégalais qui ont placé leurs espoirs en lui, la Cour essaye de trouver un arrangement avec le pouvoir et invente un délit de corruption de la jeunesse qui est par ailleurs tombé en désuétude et dont mes confrères au Sénégal, pour certains, n'avaient même pas connaissance de l'existence parce que il est considéré comme n'étant plus applicable. Et ensuite, on essaye d'utiliser cette condamnation qui est fallacieuse alors qu'elle est intervenue en l'absence de M. Sonko pour le faire éliminer politiquement. Ce qui démontre que toutes ces procédures étaient politiques. Nous réussissons à contourner l'obstacle et on en arrive à quoi ? On en arrive à la procédure dont j'imagine vous voudriez me parler, celle qui l'opposait au ministre du Tourisme, Mban Niang, pour une affaire de diffamation. Absolument, nous allons évoquer également ce dossier. Mais que vous inspire le débat que le ministre de la Justice a voulu instaurer sur la contumace? Le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, qui à ma connaissance est un homme de droit, c'est non seulement fourvoyé, mais c'est déshonoré et ridiculisé devant l'opinion internationale en donnant une interprétation erronée du droit interne que nous avons immédiatement démantelé et en se prononçant sur une affaire individuelle concernant un opposant politique, ce qui est en soi déjà, avant même son mensonge, parfaitement scandaleux. Le ministre de la Justice ne pouvait pas ignorer
que la torsion du droit qu'il proposait n'était pas justifiée et n'était pas fondée par rapport au texte, par rapport à la loi sénégalaise. Pourtant, c'est le fondement de cette opération qui a été mise en œuvre depuis début août pour tenter de radier M. Sonko des listes électorales et l'empêcher de se présenter aux élections. Ça a échoué. Et ça a échoué grâce à le courage extraordinaire de mes confrères, leur talent, mais aussi et peut-être surtout le jet d'un homme, un juge, qui avait été exilé à Ziguinchor. Parce que depuis Dakar, on considère que devenir juge à Ziguinchor, c'est un exil, c'est un déshonneur. Parce qu'il avait appliqué le droit. Parce qu'il s'était opposé à son instrumentalisation. Et dont on pensait ainsi s'être débarrassé. Et qui, à Ziguinchor, s'est vu confier l'affaire la plus importante pour le destin du Sénégal de ces dernières décennies, à savoir le rétablissement des droits de M. Sonko en tant qu'électeur et donc en tant que candidat à l'élection de février 2024. Et cet homme a vu là peut-être la providence, a vu là peut-être le destin, lui le marginaliser, s'est retrouvé en position de rétablir le droit, de rétablir l'état de droit, de rétablir la vérité et de permettre à M. Sonko de se présenter aux élections. Que fait l'administration face à une décision de justice souveraine ? Elle refuse de l'appliquer. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, au scandale absolu mis en œuvre par la Direction générale des élections, par son directeur en particulier, que nous avons ajouté à nos listes de suspects. Et il faut qu'ils l'entendent. En France et à La Haye, dans les procédures que nous avons enclenchées, parce que le refus de délivrer des formulaires de parrainage à M. Sonko, malgré la décision de justice y obligeant, est une forfaiture, est un délit en droit sénégalais, et est aussi un crime de persécution, dans le cadre de la commission de crimes contre l'humanité, mise en œuvre depuis mars 2021, par le pouvoir sénégalais, pour se maintenir au sein du gouvernement, contre la volonté populaire. Alors, pour revenir sur le dossier de Mame Mbaye Niang, on a évoqué beaucoup de vices de procédure dans ce dossier. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur vraiment la vacuité de ce dossier de Mame Mbaye Niang, où on voit qu'on parle de diffamation pour glisser de manière subtile à l'inéligibilité d'Ousmane Sonko? Mais monsieur, vous voulez ressusciter un spectre. On peut parler de ce triste cire qui, volontairement ou non, est devenu l'instrument d'une opération d'élimination politique. Ce qu'il a encore fait son déshonneur, suffit à faire son déshonneur. Un homme qui s'était dit satisfait de la décision de première instance, qui ne rendait pas inéligible M. Sonko. Décision dont il ferait appel pourtant dès le lendemain. Évidemment sur instruction du palais. Ce qui amènerait à ce que l'affaire soit audiencée avant même que la défense de M. Sonko ait pu faire appel, dans les délais les plus rapides de l'histoire judiciaire de ce pays, afin de le faire condamner à ce qu'il considérait être la peine exacte qui permettait de rendre inéligible M. Sonko. Or, il se trouve que nous avons fait un pourvoi en cassation. Pour une raison très simple, l'affaire est nulle et M. Sonko n'aurait jamais dû être condamné. Tout d'abord, parce que M. Sonko a dit la vérité. Et il s'est appuyé sur un rapport existant qui démontre le scandale qu'il dénonçait, qui démontre les difficultés concernant le Prodac et qui, surtout, permet de façon définitive d'écarter tout caractère diffamatoire aux propos qu'il avait énoncés. Et donc, à partir de là, l'existence de ce rapport qui a été produite au dossier, mise en œuvre par l'inspection générale des finances, si je me souviens bien, suffisait à écarter toute possibilité de culpabilité de M. Sonko. Il se trouve par ailleurs que les faits n'étaient pas diffamatoires et surtout, c'est tout le travail que j'avais fait au préalable de ma venue avortée. Vous vous souvenez que j'avais été expulsé le 30 mars par des hommes en armes dès mon arrivée sur le sol de Dakar, du fait de la crainte que nous inspirions à ce pouvoir, tandis que mon confrère, lourdement et richement payé par le pouvoir, était accueilli avec des honneurs. Nous avions fait tout un travail qui démontrait la nullité de la procédure, qui nous faisait soupçonner qu'au sein même de l'institution judiciaire,
certains avaient voulu quelque part saboter cette initiative du pouvoir, parce qu'ils voyaient bien que c'était une tentative d'élimination politique et qu'ils ne voulaient pas s'en rendre complices, et que donc, en termes de procédure, celle-ci n'avait pas été respectée, et le droit de la presse étant plus exigeant que le droit pénal général, eh bien, il y avait la possibilité de faire annuler la procédure, ou plutôt même, il était impossible que cette procédure prospère. Et c'est des moyens que nous n'avons pas pu présenter à la Cour, au tribunal, parce que j'ai été expulsé. Et ce sont des moyens qui nous semblent cardinaux et que nous soulèverons devant l'instance juridictionnelle suprême qui aura à entendre notre pourvoi. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi cette affaire serait audiençée rapidement en catimini pour essayer d'obtenir une condamnation définitive de M. Sonko sur ce dossier qui le rendrait inéligible. Mais la réalité est tout autre. La réalité est qu'il y a des résistances croissantes, y compris au sein de l'appareil judiciaire, qui ne supportent plus d'être les instruments d'êtres avariés et corrompus, qui ne supportent plus de n'être que les mains armées d'un pouvoir politique, qui se sentent honteux d'être assimilés aux magistrats, qui jouent à cette pantomime et qui, ce faisant, violent leur serment, et qu'en conséquence, le destin de ce pouvoir, s'il continue à poursuivre sur cette voie, est bien sombre, car avant même qu'il n'ait à rencontrer la volonté populaire, qui s'imposera à lui d'une façon ou d'une autre, il y aura en amont des résistances que nous encourageons et que nous devinons déjà au sein des institutions pour faire respecter l'état de droit et pour s'assurer qu'en février 2024, le peuple sénégalais puisse faire entendre sa voix et choisir librement celui qui présidera à ses destins. Alors, nous avons vu que le juge Sabassi Faye, qui a rendu la décision au tribunal de Ziguinchor, a fait l'objet d'attaques quand même très violentes, et que l'Union des magistrats du Sénégal a gardé le mutisme, et pourtant à chaque fois on accuse votre client de ne pas respecter les institutions. Quel est votre commentaire? Mon client a strictement respecté toutes les décisions de justice et toutes les procédures judiciaires dans lesquelles il a été impliqué. Il a fait valoir ses droits de façon systématique et il n'a jamais cherché à se défausser. Alors même qu'il se savait l'objet de cabales politiques et qu'il voyait le comportement indécent de certains magistrats qui s'y prêtaient avec une forme de satisfaction, voire de servilité. Eh bien, dans ces circonstances-là, il apparaît paradoxal que ce pouvoir, qui n'est même pas capable de respecter les décisions de ce propre système judiciaire, alors qu'il le contrôle largement, invoque une sorte de désobéissance, d'insubordination, d'insoumission de la part de M. Sonko. M. Sonko est un homme droit. M. Sonko est un homme qui a reconnu l'importance du combat pour la corruption, en a fait son cheval de bataille et a reçu pour cela l'estime du peuple sénégalais. Un peuple qui connaît les vicissitudes de l'histoire et des souffrances grandissantes du fait de sa place dans la mondialisation et du comportement de certaines de ses élites prédateurs et qui pillent leurs ressources. Ce peuple a besoin d'un homme qui fasse corps avec lui, qui ne cherche pas à utiliser le pouvoir pour s'en exfiltrer, pour s'en écarter, et pour partir avec la caisse, comme le font malheureusement de plus en plus de dirigeants sénégalais. Il a besoin d'un homme qui le respecte, qui le soutienne et qui le protège. Je pense, j'espère que M. Sonko pourra le faire. Notre rôle est d'empêcher qu'il soit interdit pour des raisons qui sont illégales, qui sont inconventionnelles. Et ce que je note, c'est qu'à 4 mois de ces élections, la campagne n'a pas commencé. Et elle n'a pas commencé pour une raison très simple. Car tous savent que sans M. Sonko, cette campagne ne pourra avoir lieu. Tous savent que sans M. Sonko, le pays se dirige vers une situation particulièrement difficile où l'autorité politique sera durablement affaiblie et ne pourra pas, justement, s'imposer aux différentes factions qui cherchent à abuser du peuple sénégalais et à en faire respecter la souveraineté. Alors, devant la volonté du régime de ne pas respecter la décision de justice qui a été rendue
par M. Sabassi Faye. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Il y a plusieurs dimensions. En tant qu'avocat, notre rôle et notre fonction est de s'assurer du respect des droits de notre client au sein du système existant. Et nous allons continuer, nous avons montré que nous ne le laisserions pas intimider et que nous dénoncerions toute illégalité, toute violation de ces droits et tout auteur les faciliterait. Notre chance, c'est d'avoir une puissance suffisante pour pouvoir agir en dehors du système sénégalais, mais toujours dans le cadre du droit. Que ce soit avec les poursuites entamées en France, à la Cour pénale internationale ou ailleurs. Cette force-là pèse de tout son poids sur ce régime qui souhaiterait faire du Sénégal sa petite suzeraineté sur laquelle il pourrait régner de façon parfaitement illégitime et sans respect des contre-pouvoirs qui ont été mis en place pour en protéger le peuple. Et notre rôle est de l'empêcher justement de se croire tout puissant et de mettre en œuvre ses abus. Je suis très fier que nous ayons réussi, notamment grâce à notre travail sur les violences qui ont été commises début juin, à inhiber, empêcher l'utilisation de la violence à des fins politiques contre le peuple sénégalais. Vous aurez noté à quel point ce pouvoir a réduit son usage des forces de l'ordre une fois que nous avons exposé des mécaniques qu'ils avaient construits avec les nervis, avec les hauts responsables de la gendarmerie, avec certains membres des forces de police, avec des membres de cabinet ministériel, ainsi de suite, en exposant nom après nom, situation après situation, les responsabilités, de sorte qu'ils se savaient surveiller. Eh bien, nous jouons aujourd'hui cette même fonction, à la fois en termes criminels, mais également dans les procédures judiciaires. Et nous accroissons ainsi le coût de la violation du droit par l'appareil de pouvoir en le visibilisant, en leur montrant que ce ne sera pas oublié, que ce ne sont pas des petites forfaitures, et qu'on ne joue pas avec le destin des peuples de cette façon. Ensuite, il y a l'organisation politique, qui ne nous appartient pas, qui consiste à réfléchir à comment s'assurer, au-delà du droit, que le peuple sénégalais se fera respecter. Et cela appartient aux dirigeants politiques qui entourent M. Sonko, à M. Sonko lui-même, qui doivent continuer à organiser, mettre en œuvre un rapport de force pacifique et populaire pour s'assurer que ces gens n'oublient pas que même s'ils sont aujourd'hui à la Corniche, demain, ils devront demeurer à Dakar, entourés de personnes qui n'oublieront pas les violences qu'ils ont commises, qui n'oublieront pas les illégalités qu'ils ont commises, et leur faire prendre conscience d'une chose évidente, que M. Sonko me rappelait régulièrement. Vous savez, moi je parlais à Ousmane Sonko quasiment quotidiennement avant son arrestation. De très longues discussions, où on préparait en fait, ensemble, mutuellement, une réflexion sur ce qui viendrait le Sénégal. Il m'apprenait beaucoup de choses sur le pays. J'essayais, moi, de l'informer de ce que je voyais du reste du monde, des relations, de la perception qu'il y avait sur son action, sur la situation sur place, des préoccupations qu'il pouvait y avoir sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité, et ainsi de suite. Et dans ces longues discussions, Ousmane ne cessait de me répéter à quel point il craignait d'avoir à vivre dans un pays où la peur se soit installée, où la peur de l'engagement, de l'idée, de la pensée, finissent par dénaturer ce Sénégal qui a été l'un des pays les plus féconds en termes intellectuels, artistiques et évidemment plus largement culturels. Eh bien, Ousmane veut reconstruire un Sénégal dans lequel la liberté domine la peur, dans lequel le désir domine la crainte. Et pour cela, il faut sortir de cette aporie, de cette tension que le pouvoir tente de mettre en œuvre et qui ne s'arrêtera pas aux élections de février 2024 s'il n'y a pas un changement, si M. Sonko ne peut pas se présenter. Qu'on laisse au peuple sénégalais le choix, qu'on laisse au peuple sénégalais la possibilité d'élire celui vers lequel ses désirs se portent. Et peut-être qu'Ousmane Sonko ne sera pas élu. Je n'y crois pas un instant. Mais la seule chose que l'on requiert, c'est que cette possibilité existe, cette possibilité de refonder ce pays puisse être mise en œuvre. Et c'est pour cela que nous nous battrons par tous les moyens possibles et imaginables, dans le respect du droit, contrairement aux personnes qui gouvernent actuellement
ce régime et qui complotent de façon plus ou moins piteuse, avec des stratagèmes qui ne cessent d'échouer, parce que il faut le rappeler que parmi les avocats de M. Sonko, il y a les plus brillantes âmes et les plus brillants juristes qui soient. Ce n'est pas un hasard si 37 avocats sont engagés auprès de M. Sonko. C'est une large part du barreau sénégalais, avec des confrères qui sont sur le reste des territoires d'outre-mer français, d'Afrique francophone, d'ailleurs encore, et qui viennent se battre pour une idée et pour l'espoir, encore une fois, qu'à travers lui, le Sénégal donne à d'autres peuples du monde qui sont en lutte et qui souhaitent se défaire du joug dans lequel ils sont enfermés. Alors, quelle est la responsabilité du président Macky Sall face à cette situation, dans la mesure où lui, en tant que président de la République, il est censé faire respecter les décisions de justice, d'autant plus qu'il l'avait promis lorsqu'il disait au peuple sénégalais qu'il ne va pas briguer un troisième mandat? Écoutez, moi je ne veux pas spéculer. Est-ce que son excellence est un être émasculé, qui est dominé, comme certains le disent, par Moussa Fall, qui le tiendrait par le menton, en lui disant « Fais attention, j'ai suffisamment d'éléments sur toi et je tiens suffisamment le pouvoir pour te faire tomber ». Est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que c'est l'entourage de M. Sall qui, après s'être gavé tant d'années, craint absolument les mesures qui seraient prises par M. Sonko pour répartir ses ressources et éventuellement réprimer les délits qui auraient été commis? Est-ce que c'est enfin M. Sall lui-même qui prend comme un échec personnel le fait d'avoir quelque part créé son meilleur ennemi? Est-ce qu'il se pense dans un rapport d'inimitié avec M. Sonko? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que M. Sonko n'a pas d'affect à l'égard de M. Sall et ne s'est jamais intéressé quant au pourquoi de ses décisions et de cette accumulation de tentatives de persécution à son égard ces dernières années. M. Sonko a un rapport avec le peuple, ce qui n'est pas le cas de M. Sall, qui est un homme de cabinet, qui est un homme qui a été fabriqué par les élites de Dakar et qui, depuis 20 ans, en fait, ne fréquente plus ce pays qu'il a tant aimé diriger. M. Sall n'est pas un objet de ressentiment de la part de M. Sonko, ni même de moi-même, parce que l'on pourrait penser qu'après les mesures qui ont été prises contre moi, d'arrestation, de placement en détention à Rebeuss, d'expulsion, des tentatives de manipulation récemment mises en œuvre avec des agents français, peut-être on pourrait penser que nous aurions un rapport à son égard de vindication ou quoi que ce soit. Je tiens à la fois à rassurer et à prévenir les élites de Dakar qui pourraient se penser ciblées par les projets de M. Sonko. M. Sonko n'a que faire d'elle. Il n'a que faire de leurs torts, de leurs angoisses, de leurs désirs. Ce qu'il souhaite, c'est un pays qui se reconstruise, qui retisse son lien et qui soit plus juste et plus capable de protéger sa jeunesse et les parts les plus fragiles de sa société. Plus capable de porter une voile internationale, là où est en train de s'effondrer un capital patiemment construit. C'est tout simplement un homme de paix. Un homme de paix, mais qui a la main ferme. Qu'il peut tendre lorsqu'il pense que cela peut servir les intérêts de l'État et du pays, et qu'il peut aussi refermer pour frapper. Voilà. M. Sonko m'a toujours fait l'impression d'un homme d'État, et M. Sall ne montre pas cette qualité ces derniers mois. Il est encore temps pour lui. Il est encore temps pour lui, à 4 mois de l'élection, de comprendre qu'il n'y pourra rien, que ce désir qu'a enfanté M. Sall, que lui-même n'a jamais, M. Sonko, pardon, et que M. Sall n'a jamais généré, eh bien, il faut s'y plier, il faut accepter qu'il existe et qu'il ne pourra rien pour le dévaster. Alors, mais ce qui inquiète beaucoup de Sénégalais, c'est de voir le mutisme de la communauté internationale, mais surtout la France, par rapport à cette situation qui ne présage rien de bon. La France, cet éternel objet d'inquiétude et de désir. Que vous dire de ce pays qui s'effondre, qui joue un rôle toujours plus marginal dans l'économie de la sous-région, qui s'est perdu à force de compromission avec des régimes corrompus, qui n'a pas dit un mot suite à l'arrestation d'un de ses ressortissants, moi, avocat pourtant, qui venait défendre un opposant, qui n'a pas eu un seul mot, contre les violences de mai, de juin 2023, de mars 2021, qui s'est tue et qui, se taisant, s'est déshonoré. Une France qui se déshonore dans
ce dossier comme dans tant d'autres. On l'a vu encore une fois récemment en Palestine. Une France qui, pourtant, aurait tant à construire avec le Sénégal si elle n'était pas dominée par des puissances oligarchiques qui sont en train de s'implanter sur le territoire de façon croissante, que ce soit le territoire français ou le territoire sénégalais, et qui ne vit qu'à travers le pillage. Ce pillage même qui lui-même finance ensuite les pouvoirs qui produisent ces asservissements. Donc qu'est-ce que la France ? Ma mission, c'est de sauver l'honneur de ce pays en montrant qu'il y a des justes encore, qui s'intéressent au peuple, qu'ils soient africains ou européens, que ce soit les gilets jaunes ou les membres du PASTEF, que ce soit les citoyens sénégalais qui cherchent à retrouver leur souveraineté, ou les citoyens français qui cherchent à refonder leur pays après des années, des décennies, des siècles de compromission avec des puissances qui sont laides. La France est à la fois la patrie qui a alimenté le commerce triangulaire, qui a colonisé, et celle qui a su, parfois, dans la gloire, se mettre du côté des peuples. J'essaye de pousser cette part du pays à se réveiller et à se mettre du côté du Sénégal parce que la France a besoin du Sénégal. Et il faut que les Sénégalais prennent conscience de cela. Les rapports de force sont en train de changer, pas économiquement, mais géopolitiquement, culturellement, historiquement. Le Sénégal, qui est l'une des patries les plus fécondes de la francophonie, qui est l'un des pays les plus jeunes du monde, qui est un pays qui, avec des investissements dans l'université, dans la formation, pourrait générer des talents et des pensées glorieuse, comme il le fait par exemple dans d'autres domaines qui requièrent moins d'argent, comme le football encore aujourd'hui, dans un certain nombre de créations extraordinaires, que ce soit la littérature, l'art et ainsi de suite. Il pourrait le faire aussi scientifiquement de façon bien plus massive et il pourrait devenir un pôle d'attraction pour une partie des Français qui commencent à désespérer de leur pays. Ce renversement ne coûterait pas grand-chose et serait facile à mettre en œuvre. On en a beaucoup parlé avec Monsieur Sonko, mais pour l'instant, la France est dirigée par qui l'on sait et dans les conditions que l'on sait. Moi, j'essaye de faire attention parce que je distingue mon rôle d'opposant persécuté dans mon pays, de façon extraordinairement violente, de celle d'avocat d'Ousmane, et de la nécessité, en tant qu'avocat d'un homme d'État et probable futur président du Sénégal, de savoir, comme il me l'a toujours dit et rappelé, que, qu'on le veuille ou non, ses liens avec la France, ne serait-ce qu'à travers la langue, perdureront. Ce qu'il souhaite, lui, c'est les transformer. Il l'a rappelé encore et encore, c'est-à-dire se libérer de toutes ces emprises insupportables, mettre fin à cette présence militaire permanente, mettre fin à cette monnaie qui attrait les ressources africaines vers Paris et continue à alimenter ces élites compradors, mettre fin à ces mécanismes de corruption qui font que tant d'individus de la classe politique sénégalaise détiennent des propriétés luxueuses à Paris et dans ses environs, financées par l'impôt que payent les Sénégalais, y compris les plus modestes. Tout cela, il faut l'achever. Et il faut se battre violemment. Parce qu'il faudra violemment rompre ces liens-là. Il faudra sans pitié y mettre fin immédiatement. Par contre, il faudra réfléchir ensuite à la refondation de ce pouvoir. Et c'est pour ça que le combat au Sénégal est si important. Parce que si le Sénégal réussit à s'émanciper, ce sera aussi un message d'espoir envoyé aux masses françaises qui cherchent, elles également, à se sortir de ce système d'exploitation dont elles sont elles aussi victimes. La France, ce n'est pas seulement les richesses accumulées grâce à l'esclavage, la colonisation, qui ont permis de construire de très beaux bâtiments et de faire la fortune de très grandes familles. C'est aussi des masses laborieuses qui ont été exploitées à la mine, dans des emplois qui sont précaires, qui sont salissants, et qui pendant des années ont vécu dans cette misère, en même temps que la vivaient des peuples colonisés. Et donc il faut se battre pour les faire se rencontrer à nouveau et se battre ensemble contre ces oppresseurs et ces dominants. Aujourd'hui, clairement, la France est du côté du pouvoir. Elle est du côté du pouvoir et elle ne fait pas du tout assez pour montrer un quelconque attachement à la démocratie sénégalaise. Et c'est pour ça qu'on se bat, ici et là-bas, pour le leur rappeler. Alors justement, votre client a décidé d'entamer encore une grève de la faim. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes par rapport à son état de santé ? Mais moi, je suis inquiet que le principal opposant politique à un régime qui a fait usage de la violence jusqu'à tuer 60 de ses concitoyens soit détenu depuis plus de 3 mois. C'est ça qui m'inquiète principalement. Qu'il fasse une grève de la faim et qu'il soit prêt à défier la mort, comme il a été prêt à perdre sa liberté pour continuer à se battre pour ceux qui en ont besoin. C'est presque la moindre des choses, j'ai envie de dire. C'est la démonstration que c'est un homme qui croit en ce qu'il fait, qui est déterminé, qui a décidé de lier son sort
à celui des millions de Sénégalais. Des hommes se sont sacrifiés, des hommes et des femmes se sont sacrifiés pour lui. Il y a des femmes aujourd'hui en grève de la faim, comme Falla Fleur et ses acolytes, qui sont détenues pour avoir défendu le droit de M. Sonko à se présenter à ces élections. Encore une fois, non pas pour imposer au peuple sénégalais sa candidature, non pas pour imposer une alternative politique, mais pour imposer la possibilité de la choisir. Il faut voir à quel point ce pouvoir est digne, ce combat est digne, et combien le pouvoir justement est indigne en réaction à celui-ci. Est-ce que M. Sonko, je suis inquiet pour lui? Au quotidien. Au quotidien parce que l'on voit que les menaces, y compris en France, c'est dire leur inquiétude, y compris contre moi, mais y compris comme par exemple lorsque j'ai rencontré Guy Marius Sagna, qui est venu voir à mon cabinet, et que j'ai vu des barbouzes dans le hall d'entrée, le suivre, le coller, pour essayer de l'intimider, pour essayer de suivre le moindre de ses pas, pour essayer de lui montrer que la France le traquait. Ces forces-là, ces forces obscures, il va falloir les abattre. Il va falloir les abattre non seulement en amont des élections, mais au-delà. Il y a des forces sénégalaises puissantes, coordonnées, structurées, dont l'expression la plus glorieuse, symboliquement du moins, sont les spahis, évidemment, qui ont fait la renommée de ce pays. Ces forces-là vont devoir être mobilisées pour retrouver la souveraineté de ce pays, parce que les coups fourrés vont se multiplier. Vous pensez que les projets de M. Sonko concernant les ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche, c'est-à-dire la possibilité pour les pêcheurs de Saint-Louis de retrouver un travail, vous pensez que les projets de M. Sonko pour rétablir la souveraineté du peuple sénégalais sur ses ressources gazières et pétrolières, vous pensez que les projets de M. Sonko pour mettre fin à la corruption ne vont pas rencontrer des oppositions, ne vont pas amener à tendre piège après piège, ne vont pas amener le pouvoir à un moment donné se demander s'il ne faudrait pas l'éliminer? Cette inquiétude, elle doit être partagée par l'ensemble du peuple sénégalais. Encore une fois, qu'il pense que M. Sonko est la solution ou non. Parce qu'en l'éliminant lui, ce sera la démocratie sénégalaise dans son ensemble qui sera durablement détruite et affectée. Alors, pour ma dernière question, ça revient à l'information que vous avez publiée la dernière fois, qu'il y a eu une audience au palais avec Maître Aïssata Tall Sall, le président Macky Sall, et deux personnes qui sont suspectées d'être des barbousiers, qui travailleraient pour une société qui est très connue dans la manipulation de l'information. Est-ce que vous pouvez revenir avec exactitude sur ces informations? Oui, nous avons reçu des éléments concordants qui nous permettaient de déterminer que ces deux individus s'étaient rendus à Dakar afin de rencontrer le président de la République et sa nouvelle ministre de la Justice, qui est suspectée de crimes contre l'humanité, et sur laquelle nous avons des éléments sérieux et tangibles qui interrogent sur sa nomination à ce nouveau poste, et bien qu'il avait été convoqué au palais pour discuter d'un plan d'élimination qui me concernerait moi et mon client. Nous avons vérifié ces éléments parce que ce sont des accusations graves. Nous avons pu déterminer en effet leur présence à Dakar, à l'hôtel Pullman. Nous avons trouvé, y compris leur numéro de chambre d'hôtel. Nous avons pu confirmer l'existence de leur lien contractuel avec la présidence, non seulement avec la présidence, mais aussi avec le nouveau candidat de la présidence, M. Amadouba, et leurs activités sur un certain nombre de dossiers pour essayer de déstabiliser des opposants politiques et favoriser des puissances installées. Ces êtres-là ont créé une petite structure qui est adossée à une autre plus grande, à Visa Partner, qui dès le moment que nous avons dénoncé publiquement ces faits, s'est immédiatement désolidarisé d'eux, en indiquant qu'ils n'avaient pas été mandatés à cette fin. Eh bien, nous sommes dans cette situation où nous avons réussi à déjouer un complot. Et c'est intéressant parce que cela arrive malheureusement bien trop régulièrement, et que l'on ne mesure pas les efforts intenses qu'il faut mettre en œuvre pour éviter les balles perdues qui en permanence tentent d'être tirées sur nous, que ce soit des balles réelles ou des balles symboliques, c'est-à-dire des tentatives de destruction de personnalité, comme l'a subi M. Sonko, et à quel point il est miraculeux que nous ayons sur l'ensemble du territoire sénégalais des personnes qui nous informent en direct, y compris au plus près du pouvoir, y compris dans l'entourage immédiat de M. Sall, où certains ont compris l'imprescriptibilité des poursuites que nous avons lancées. Ils ont compris que M. Sall et les personnes qui l'entourent ne resteront pas à jamais au pouvoir. Ils ont compris qu'ils ne seront pas éternellement protégés. Et alors certains choisissent la fuite en avant. Je pense à une certaine personne dont on me dit qu'il pousserait pour une main dure, qui a sa famille au Canada, et qui
avait ajusté son discours après notre plainte à la Cour pénale internationale, en démontrant qu'il avait pris conscience que la ligne dure ne pouvait pas continuer, qu'il risquait sa peau et son devenir si il allait dans cette direction, et qui dans le même temps, sous-main, continuerait à alimenter une sorte de faction auprès du président pour le convaincre de ne rien lâcher. Ces personnes-là, nous avons des informations à leur sujet. Les près de 200 pages particulièrement complètes que nous avons rendues publiques sur la Cour pénale internationale ne sont que le sommet de l'iceberg. S'ils pensent que nous avons brûlé toutes nos cartouches à ce moment-là, s'ils pensent que nous ne sommes pas plus amplement informés sur leurs mouvements, leurs décisions, s'ils n'ont pas compris que les noms que nous avons révélés doivent leur servir d'avertissement de l'ampleur des informations dont nous avons à notre disposition, s'ils n'ont pas compris que mettre à l'index telle ou telle personne à des échelles très différentes, jusqu'au plus bas des commissariats de Bargny, jusqu'au plus haut de la présidence de la République, ce n'était qu'une façon de leur démontrer que nous voyions ce qu'ils faisaient, que nous avions suffisamment d'informations pour aller chercher chacune et chacun d'entre eux, si cela nous apparaissait nécessaire. Eh bien alors ils n'auraient rien compris. Ils n'auraient rien compris et ils s'aveuglent complètement sur le niveau de fidélité des personnes qui les entourent et le risque d'un lâchage impromptu qui pourrait les toucher et les amener à partir avec le déshonneur et effondrer. Nous ne souhaitons pas une bascule qui ne soit pas démocratique. Nous souhaitons préserver le Sénégal des processus militaires qui ont touché le reste de la région. Nous souhaitons une élection. Nous souhaitons qu'Amadouba, s'il souhaite être élu président de la République, ait le courage de se confronter à Ousmane Sonko qu'il connaît si bien et que, à égalité d'armes, il démontre sa supériorité sur lui. Nous doutons de sa capacité à le faire, mais nous souhaitons que ce combat ait lieu, qu'il se passe pacifiquement et qu'enfin, si cela avait lieu et que par extraordinaire M. Sonko perdait, eh bien le pouvoir qui en est ait la légitimité suffisante pour exercer ses prérogatives et mener le Sénégal dans la direction qui s'est choisie. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un coup d'État institutionnel qui vise à faire perdurer un pouvoir sans légitimité et qui fragilisera durablement le Sénégal, qui, je le rappelle, n'est pas absous de tout risque, que ce soit évidemment par rapport aux questions économiques, sociales, migratoires et sécuritaires, mais aussi y compris djihadistes et aussi d'instabilité institutionnelle. M. Sonko est peut-être le dernier rempart à un véritable coup d'État. La possibilité pour M. Sonko de participer à cette élection renforcerait l'ensemble des acteurs de ce pays, y compris ses opposants. Alors, la dernière question véritablement, c'est la plainte au niveau de la CPI. Est-ce que vous avez des informations précises sur son traitement? Eh bien, je peux vous dire que ils ont à s'inquiéter non seulement de cette plainte, mais également des procédures qui ont été enclenchées en France, qui les empêcheront de mettre un pied au sein de l'Union européenne s'ils continuent sur ce chemin, qui en empêcheront certains d'avoir accès aux biens qu'ils ont acquis sur ce territoire-là, qu'ils empêcheront en fait tout simplement de rechercher l'impunité, parce que la France a encore une puissance qui lui permet d'aller chercher, même à Dubaï, même à Sydney, et ceux qui ont commencé à transférer leurs biens dans ces juridictions se reconnaîtront, pour s'assurer que le droit soit respecté. Nous nous battons face, évidemment, à des réseaux puissants, qui cherchent par tout moyen à faire perdurer ce système d'élite comprador, et nous nous battons avec les armes de l'ennemi. Mais c'est justement ces armes qui les inquiètent et qui leur font peur. La Cour pénale internationale est une solution de dernier ressort qui est très efficace pour une raison très simple. C'est toute leur vie qu'ils auront à vivre avec cette menace. Toute leur vie qu'ils auront à craindre que s'activent contre eux des procédures qui les empêchent de finir leur vieux jour tranquillement, en liberté et auprès des leurs. Et donc nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés parce que cette saisine a déjà produit son premier et plus important effet. Abolir ce rapport à la violence que le pouvoir cherchait à normaliser. Abolir cette utilisation des forces de l'ordre contre la population pour les empêcher de se manifester. Et maintenant, il nous faut la phase suivante, lutter contre l'impunité. Mais notre objectif est clair,
une fois que M. Sonko se règle, que des juridictions africaines, régionales, sous-régionales et finalement nationales se créent pour que ce soit les Sénégalais eux-mêmes qui décident de leur destin et du sort à réserver à ceux qui auront trahi. Il y en a quelques-uns qui se sont durablement, définitivement et irrémédiablement compromis. Il y en a d'autres qui pourront être pardonnés et réintégrés au jeu citoyen pour peu qu'ils montrent leur capacité à en respecter les règles. Pour l'instant, les procédures sont en cours et ce qui se passera dans les prochains mois déterminera leur devenir. Maître Juan Branco, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage.